Bien, c'est impressionnant. Vous êtes nombreux. Il y a beaucoup d'autorités présentes, de toutes les formes d'autorité. Et ce sera aussi un des sujets de cette réflexion que je voudrais partager avec vous. Et j'espère que nous aurons l'occasion, je sais qu'il est prévu d'échanger ensuite avec nos présidents présents ici, et puis j'espère que nous aurons l'occasion d'échanger ensemble sur toutes ces questions-là qui sont fondamentales. Il va sans dire, je préfère quand même vous le dire, qu'il faut s'avancer modestement, parce que les bouleversements sont si considérables que certainement nous ne savons pas encore très bien ce qui va nous arriver, mais au moins faisons l'effort d'essayer d'y réfléchir. Euh, je voudrais dire pour commencer qu'il n'y a pas de communauté humaine sans transmission euh, entre les générations. Tout groupe humain suppose, pour exister encore, pour persister, tout groupe humain suppose la transmission entre les générations. Ça, nous le savons bien, nous l'avons vécu nous-mêmes, nous en sommes les héritiers, nous avons des devoirs à l'égard de cette transmission aujourd'hui, et nous ne pouvons pas imaginer ne rien transmettre aux générations qui viennent. Si nous avions ceci à l'esprit, cela signifierait que nous cessons ou que nous allons cesser de former une communauté et que donc nous avons, par des raisons diverses, renoncé à exister comme groupe, comme nation, comme famille, comme entreprise, quelle que soit la taille de l'entité et sa nature. La transmission entre les générations est ce qui va assurer la vie d'une communauté et c'est aussi ce qui va lui donner un sens. Donc là, il y a une dimension qui peut être éthique, qui peut être aussi politique, qui peut être religieuse selon encore une fois, les groupements et les communautés, mais nous touchons évidemment à des éléments essentiels. Transmettre la connaissance alors, et les savoirs, ce sont des mots à chaque fois très compliqués, il faudrait y passer du temps, bien sûr, on ne le fera pas. Il y a le savoir, il y a les savoirs. Le savoir, en général, peut comprendre lui-même deux dimensions, une dimension de compréhension, comprendre ce qui se passe, comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionne la vie. La connaissance, à ce moment-là, se diffracte en une multiplicité de sciences. On peut dire les connaissances, on peut dire les savoirs, on peut dire les sciences. Il s'agit de comprendre comment ça marche. Et puis aussi, il s'agit de savoir comment faire. Comment faire pour produire un résultat. Ce sont des savoirs qui ont un fondement théorique, un fondement scientifique, et puis aussi un fondement pratique, qui peuvent se nourrir tout autant de l'expérience, de l'héritage d'une expérience partagée, enrichie par le temps, enrichie par les témoignages, enrichie par les essais, y compris par les échecs. Donc tout cela, je ne le détaille pas, évidemment. Un mot sur l'idée de transmission, parce que c'est le mot clé, c'est un mot tout à fait central, on aura l'occasion de le voir. Transmettre, il y a un usage très simple qu'on utilise nous-mêmes souvent, hein, transmettre, faire passer quelque chose à quelqu'un, transmettre un message, par exemple, très simplement, transmettre un bien à une génération qui vient, à ses enfants, transmettre un bien matériel, transmettre aussi un bien immatériel, moral, un principe de vie, une valeur. Ce sont des dimensions qui touchent la transmission, qui la concernent. La transmission peut être volontaire, elle peut aussi être involontaire, inconditionnée ou alors conditionnée par la nature des choses. Par exemple, transmettre les caractères d'une personne à une autre par l'hérédité. C'est une transmission, elle a son rôle, elle a son importance, elle n'est pas voulue. Il peut y avoir des formes négatives de transmission, c'est la figure de la transmission d'un virus, par exemple, qui peut se transmettre d'une personne à une autre ou d'un ordinateur à un autre. Ça n'est pas voulu de la part de celui qui transmet, ou pas nécessairement, en ce qui concerne l'ordinateur. On peut aussi transmettre une erreur involontairement, et il faudra corriger la transmission, ou volontairement, les fake news, qui se transmettent de manière virale. Je vous montrerai rapidement, vous verrez une petite étude qui montre
que les fake news se diffusent beaucoup plus vite que les vérités sur les réseaux sociaux quand on fait la mesure de la vitesse de circulation des informations. La transmission est une forme de conservatisme. Il s'agit de transmettre pour conserver le groupe, je l'ai dit, mais aussi conserver des valeurs propres au groupe, conserver un savoir-faire qui a montré son efficacité, conserver même parfois des secrets de fabrication, des manières de faire. Donc il y a là dans cette volonté de transmettre un projet de conservation, et au fond même les musées sont des grands outils de transmission et de conservation. Et parfois aussi la transmission, c'est pour conserver parce qu'on ne veut pas changer, et donc c'est transmettre une façon de faire pour ne pas changer de manière de faire, parce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc on pourrait là-dessus évidemment insister sur ces versants positifs et négatifs de la transmission. On peut aussi songer à transmettre, et je ne le dis pas pour décliner à l'infini, transmettre les conditions de la transmission. Qu'est-ce qui rend possible la transmission? Par exemple, un grand sujet d'aujourd'hui, la civilité. Transmettre les règles de la civilité, le respect entre les uns et les autres, le respect de la langue, un mot pour lui-même, le sens de la précision, une certaine rigueur, une forme de loyauté, toute une série de valeurs ou de comportements, lorsqu'ils faiblissent ou disparaissent, rendent impossible la transmission, parce que cela engendre une crise des autorités de transmission. Ne pas oublier que la transmission est une forme de production du savoir. Transmettre un savoir, c'est le transmettre à quelqu'un qui va le transformer à son tour, c'est enrichir ce savoir. La transmission est une forme de production du savoir. Transmettre n'appauvrit pas celui qui transmet, enrichit celui qui reçoit et enrichit le savoir qui a été l'objet de cette transmission. Celui qui transmet n'est pas moins savant, celui qui reçoit est plus savant et le savoir global est plus important. Et de ce point de vue-là, la transmission s'intègre dans ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, une économie qui peut supporter une croissance infinie. Il n'y a pas de terme à la connaissance. Et dans cet univers-là, la transmission sera un des facteurs de la production du savoir. Ça, ce sont les éléments sur lesquels je voulais d'abord attirer votre attention s'agissant de la transmission. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation particulière qui est une crise historique de la transmission, crise contemporaine des institutions de transmission, et sur ce point-là, je voudrais insister un peu, vous dire qu'aujourd'hui, si la transmission reste tout autant nécessaire, parce qu'elle est vitale à toute organisation, à tout collectif, à tout groupe humain, elle est sans doute plus difficile que jamais. Il nous arrive quelque chose, il se passe quelque chose aujourd'hui, et c'est à l'échelle du monde, qui rend plus difficile la transmission, qui la rend, encore une fois, non pas moins nécessaire, peut-être même plus nécessaire encore, mais plus difficile. D'abord, il y a, et chacun ici l'a déjà constaté, c'est à profusion aujourd'hui, une crise des grandes références. Je veux dire une crise de la vérité. Il est devenu plus difficile d'établir la vérité des faits. Il est devenu plus difficile de faire admettre une vérité scientifique. Non pas qu'elle soit réfutée par la science, ce qui est le travail ordinaire, normal de la science, mais elle n'est pas nécessairement reconnue. Elle n'a plus cette autorité de vérité qu'elle avait. Crise, de manière générale, de l'autorité, des autorités. Crise qui met en cause la légitimité à transmettre. Crise de la légitimité des élus, des responsables d'autorités administratives, des experts, des représentants,
même des politologues. C'est une blague. Les experts, on me disait pas ça avant. On me disait pas. Depuis quelques années, on me dit mais pourquoi vous êtes politologue? Qu'est-ce qui vous donne le droit? Hein? Voilà, qu'est-ce qui vous donne le droit d'avoir un point de vue? Donc il y a une vraie difficulté aujourd'hui à faire admettre cette partition entre ceux qui ont fait métier dans tel domaine et qui, à ce titre, peuvent partager un savoir avec d'autres, et puis tout le monde. Hein. Chacun étant à son tour ignorant de beaucoup de sujets, on est principalement ignorant, et bien sûr, c'est une position qui se partage entre nous tous de façon parfaitement égale. Il y a, et c'est frappant, un affaiblissement des autorités de transmission. Je les liste très vite, hein, on ne va pas les détailler bien sûr. Les médias, la famille, les partis, les entreprises, les églises au sens générique, hein, les syndicats, l'école dans sa généralité. De toutes les façons possibles, prenons 2 exemples, je vais très très vite. Hein. Prenons l'ENA et Polytechnique. En 1958, en France, il y a à peu près 44 millions d'habitants. Aujourd'hui, 67 millions d'habitants. Grosso modo, avec des variations qui ne sont pas significatives, il y a autant de places au concours de ces grandes écoles, grosso modo, où les variations sont faibles par rapport à ce que je viens de vous dire. On a une population qui a considérablement augmenté, une fonction publique qui a augmenté, un monde qui s'est bouleversé, un savoir qui s'est profondément dilaté, et on reste avec la même entrée, la même porte, particulièrement étroite, étriquée, qui, évidemment, va produire toute une série d'effets de dysfonctionnement sur ces écoles en particulier et sur l'école en général. On pourrait appliquer cette observation à l'ensemble du système français de formation qui a des défauts considérables, peut-être que nous aurons l'occasion de le dire dans notre échange, et qui est au cœur évidemment de la crise de la transmission. Cette crise de la transmission, aujourd'hui, elle se situe dans un cadre historique, qui est celui que nous vivons, qui est peut-être lié à une crise de l'Occident. C'est possible. Je ne sais pas exactement si c'est un constat que l'on pourrait partager ou que l'on pourrait établir. Il est très discutable aussi par ailleurs. Mais enfin, la remise en question de la légitimité du statut qui donne l'autorité pour transmettre me paraît être un phénomène observable. Le déclassement de l'Occident est sans doute un phénomène observable aussi par rapport à la poussée considérable du monde asiatique en particulier. Et il y a là peut-être au sein du monde occidental une espèce de doute qui s'est installé sur la capacité des élites à mener les peuples et les pays concernés comme ils le faisaient autrefois. Une difficulté propre, très vive aujourd'hui, propre aux démocraties libérales, à nos systèmes politiques, qui semblent confrontés à des tensions, à des contradictions, à des limites que peut-être ces systèmes ne parviendront pas à surmonter. On le vit maintenant, hein, à l'échelle du monde occidental démocratique de façon très spectaculaire. La destitution symbolique ou réelle des élites, au sens large, hein, je l'ai déjà indiqué, mais la contestation de la compétence des élites, de leur légitimité, c'est la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Dans ce contexte-là, qui va transmettre s'il n'y a pas de reconnaissance de la légitimité d'autorité au pluriel pour organiser la transmission et même l'assurer? Un bouleversement du savoir, un bouleversement des modalités d'accès au savoir, alors par une forme d'hommage à une époque qui paraît lointaine et qui pourtant à l'échelle de l'histoire ne l'est pas du tout. Je vous ai conservé ici une citation d'un auteur qui est hélas oublié aujourd'hui, un auteur du XIXe siècle, Paul-Louis Courier. L'enfer a trouvé cette invention de distribuer chaque matin
à 20 ou 30 000 abonnés une feuille où se lit tout ce que le monde dit et pense. Là, il commente le développement de la presse quotidienne. On est en 1822. Et ce qui préoccupe M. Courrier, c'est que l'enfer, donc ce qu'il appelle l'enfer, c'est que 20 à 30 000 abonnés vont chaque jour savoir ce que le monde dit et pense. Dans une France qui, à l'époque, à peu près, comprend 30 millions d'habitants. Si on prend ce critère-là. Aujourd'hui, je fais une accélération, mais on n'est pas si loin. Dans l'échelle de temps, c'est rien du tout. Il y a, ça c'est la France, hein, ici. Il y a 55 millions d'internautes en France, vous le savez sans doute. 38 millions de ces internautes sont des utilisateurs actifs des médias sociaux. Vous avez là les principaux réseaux utilisés. Pratiquement tous les jeunes de 16 à 24 ans passent chaque jour beaucoup de temps sur YouTube. Donc déjà là, on voit apparaître quelque chose qui doit être mesuré à sa juste valeur, ce que moi j'appelle une culture de l'écran, qui est une rupture radicale avec le monde d'avant. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais d'une certaine manière, ce qui s'est mis en place au XVIe siècle avec l'imprimerie et l'invention du livre est en train de s'arrêter aujourd'hui. C'est un bouleversement dont on ne prend pas bien la mesure. Grosso modo, le système de transmission n'a pas été modifié. Il est à peu près resté le même encore aujourd'hui. Moi, je fais des cours de 2 heures en amphithéâtre à des étudiants qui s'efforcent d'être sages, qui écoutent, mais qui ont de plus en plus de mal à m'écouter pendant 2 heures. Parce qu'évidemment, ils sont socialisés à la culture de l'écran, à des modalités d'accès qui ne sont plus du tout les mêmes, et en particulier à l'accès au savoir par l'image et le son, par la vidéo. Donc, tout ça, on le sait, hein, mais simplement, c'est un bouleversement qui est en train de se produire et qui n'a pas été pris en compte par les systèmes de transmission. Alors, les temps que je vais vous donner, il faut les additionner. Hein. Temps quotidien moyen sur Internet. Temps quotidien moyen sur les médias sociaux. Temps quotidien moyen devant la télévision. Et ça comprend le streaming et la vidéo à la demande. Donc c'est ambigu. Hein. Est-ce que c'est la télé, est-ce que c'est l'ordinateur que l'on regarde? Et donc en fait, ce que vous voyez, c'est que finalement, on passe à peu près 9-10 heures devant des écrans, hein, chaque jour. Chaque jour. Hein. Alors ça peut vous étonner, hein. Mais si vous avez sans doute des adolescents dans votre entourage, vous savez que ça dort peu la nuit. Hein. On regarde beaucoup les réseaux la nuit, les adolescents consomment beaucoup les réseaux sociaux dans la journée, y compris pendant les cours, y compris à Sciences Po, y compris quand je fais cours. Et il m'arrive d'expliquer parfois quelque chose qui est assez difficile, non pas à comprendre, parce que ça, après tout, on pourrait être distrait par la difficulté, mais qui est plutôt la référence à un événement qui est dur ou tragique. Et puis je vois des étudiants qui rigolent, en fait. Et je me dis, mais c'est pas du tout drôle ce que j'ai dit. Hein. Mais en fait, parce qu'ils ont leur ordinateur est ouvert, ils saisissent le cours et en même temps, ils sont sur Facebook ou sur je ne sais pas quoi, et là, ils se sont fait passer une blague ou deux sur autre chose qui n'a rien à voir. Donc très vite, on est sur les réseaux sociaux. On a donc un accès aujourd'hui qui est évidemment particulièrement prégnant. On accède à ce monde par les ordinateurs, fixes ou portables, mais c'est en recul, vous le voyez. Ça, ce sont des chiffres de janvier 2018 par rapport à janvier 2017. Vous voyez que l'accès se fait par l'ordinateur principalement, mais c'est en recul de 14%. Vous le voyez, le téléphone mobile est en explosion et les tablettes sont en recul aussi. Et là, nous avons la rencontre de deux phénomènes qui vont
bouleverser beaucoup, et maintenant, et dans les années qui viennent, le monde de la connaissance, le monde du savoir, la transmission, c'est la rencontre du web et de l'individu par le téléphone mobile. C'est ce que moi j'appelle l'individu média, c'est-à-dire que les individus que nous sommes tous, hein, nous avons tendance à être connectés quasiment en permanence par le mobile à toutes les ressources du web, à la fois comme récepteur, mais aussi comme émetteur. Et à l'échelle du monde, ça donne ceci, 4 milliards d'internautes dans le monde, plus 7% par rapport à l'année dernière. Alors plus 7%, c'est à peu près, c'est quoi? C'est 300 millions, hein, à la louche. C'est-à-dire, c'est la population des États-Unis. Donc 4 milliards d'internautes. 80% sont actifs sur les réseaux sociaux, donc 3 milliards 200 millions d'humains actifs sur les réseaux sociaux, et 90% d'entre eux y accèdent depuis un mobile. Il me semble que si on ne médite pas cette série de données, on ne peut pas se représenter le bouleversement qui est en cours dans le monde de la formation, de la transmission, du savoir, de la connaissance, etc. C'est sans précédent. Je ne vais pas vous rappeler les différences avec le passé. Ce monde-là, il est très récent, il a quelques années, il a moins de 20 ans, et il nous distingue de manière très forte d'une très longue histoire de l'humanité qui était la nôtre, où la connaissance, la production du savoir, la diffusion, la transmission de toutes les formes de savoir se faisait selon des modalités, des normes, des règles, des outils, des méthodes qui sont peu à peu bousculées, contestées et éventuellement même dépassées par ces nouvelles réalités. Ce monde dans lequel nous sommes ici se caractérise par des augmentations, en fait, toute une série d'augmentations qui se conjuguent. Vitesse de diffusion des messages. Alors, de plus en plus rapide, ça fait longtemps qu'on est à la vitesse de la lumière, hein, l'instantanéité. On a inventé le mot télécommunication, qui veut dire communication à distance. Donc, j'entends le message au moment où je prends connaissance de message, au moment où il est émis, dans le même instant. Le mot a été inventé en 1899, donc ça fait longtemps déjà que le mot télécommunication existe et que la chose aussi existe. Maintenant, ça s'est diffusé, le son, l'image mouvante, etc. Donc on a aujourd'hui atteint une vitesse qui est celle de l'immédiateté pour la transmission des messages. La quantité des données, les données que l'on va transmettre n'ont jamais été aussi importantes sur le plan quantitatif. La taille des auditoires, jamais on a eu la possibilité d'adresser un message à des auditoires aussi vastes. Les grands auditoires que l'on avait autrefois étaient exceptionnels, ils ne sont pas très anciens, et ils étaient exceptionnels. Par exemple, le premier grand auditoire que l'on peut citer, c'est lorsqu'il y a eu à peu près 2 milliards d'humains pour suivre en direct l'arrivée de l'homme sur la Lune. Donc ce double moment historique, en 1969, où l'humanité faisait ses premiers pas sur la Lune, c'était un premier événement considérable, évidemment, et en même temps, deuxième événement considérable, 2 milliards d'humains, en direct, par la radio ou la télévision, suivaient cet événement. On avait là un premier auditoire planétaire, peut-être le premier, hein, qui était tenu par un même événement. Et puis on a eu ça de manière récurrente à l'occasion des grandes manifestations sportives. Les Jeux Olympiques en particulier peuvent réunir plusieurs milliards de personnes sur des épreuves importantes. Donc c'est plus régulier, c'est de l'ordre du, je dirais, du loisir en quelque sorte. Ça reste particulier, mais ça reste un auditoire massif. Aujourd'hui, la possibilité de communiquer des messages à des auditoires massifs est constante. Ça n'est pas exceptionnel, ça n'est pas récurrent, c'est constant. À chaque instant, circulent des messages qui peuvent atteindre tout le monde, qui finissent par atteindre tout le monde selon les messages.
Et quand je dis qu'il y a 4 milliards d'internautes dans le monde, je vous rappelle qu'en 1950, sur Terre, il y a 3 milliards d'humains. Donc il y a aujourd'hui plus d'internautes qu'il n'y avait d'humains en 1950. La population mondiale augmente, elle approche les 8 milliards d'habitants, la moitié est active sur Internet, et quand on regarde, quand on suit la vitesse de propagation du téléphone mobile, on peut imaginer à relativement moyen terme un taux d'équipement de la planète de 100%, qui est envisagé. Et c'est par le téléphone que l'humanité sera sans doute assez vite entièrement connectée au web. Et ça ne sera pas, là non plus, sans conséquence sur la transmission et sur les savoirs. Et je terminerai par ce point-là, c'est ma troisième partie. Entreprendre, savoir et transmettre au XXIe siècle, cette nouvelle réalité qui nous est familière déjà, mais même si on en mesure très mal les conséquences, parce qu'on ne les sait pas, cette nouvelle réalité qui est à l'œuvre, qui se déploie, elle produit des premiers effets impressionnants et qui rendent la transmission difficile. Je fais une chronologie très rapide pour vous montrer un phénomène qui va être notre quotidien en quelque sorte. Vous voyez là, on a quelques dates, si je puis dire, quelques jalons de nos bouleversements historiques. Je ne vais pas les raconter, ils sont ici présentés et inscrits. Mais voyez la logique, c'est-à-dire qu'au fond, les grandes révolutions ont tendance à se produire de façon de plus en plus rapprochée. Et là, je termine cette série, je ne sais pas d'ailleurs si je termine par la bonne référence, parce que peut-être qu'une autre a eu lieu et que je ne la connais pas, mais je prends la fin du séquençage du génome humain en 2003. Nous entrons là, nous sommes entrés à ce moment-là dans un bouleversement, pardon de dire sans cesse, mais ce mot-là, un bouleversement sans précédent de l'humanité. Vous avez peut-être vu que récemment en Chine, on a créé une espèce humaine nouvelle par l'usage des ciseaux génétiques. Il a été créé, il a été engendré un humain dont les caractéristiques génétiques avaient été fabriquées. Et donc et qui peuvent se propager par la procréation, se disséminer par la procréation. Et c'est un humain au capital génétique artificiel. Donc nous entrons, c'est des choses qui sont totalement révolutionnaires et qui nous laissent presque sans réaction, mais qui sont des coupes très nettes. Jamais ça ne s'était produit dans l'histoire de l'humanité. Et donc on aurait pu ajouter cette expérience réalisée et réussie, qui a soulevé des critiques, mais enfin qui a eu lieu et qui devrait, j'imagine, se répéter, qui a eu lieu en Chine il y a quelques semaines. Je fais référence à, ici, on ne voit pas l'image, peut-être ici, oui, c'est ici. Je vais essayer de présenter l'image en même temps. C'est la même chose avec l'image. Je fais référence à une étude d'Idriss Aberkane que nous avons publiée à la Fondation pour l'innovation politique en 2015. Vous trouvez par exemple ce texte qui fait une trentaine de pages sur le site si vous voulez le lire. Il a ce titre en 4 langues puisqu'il a été traduit en coréen, en chinois, en anglais, après sa version française. Un texte qui a intéressé beaucoup de monde. Texte dans lequel Idriss Aberkane rappelle que la connaissance a 2 propriétés sociales fondamentales, la collégialité et la prolificité. La collégialité, c'est-à-dire que la connaissance résulte du savoir de tout le monde, et chacun, même si on n'en a pas toujours conscience, possède un morceau de ce savoir. Donc chacun peut contribuer à ce savoir dès lors qu'il est sollicité, ce qui souvent dans le passé n'a pas été le cas. Dans le passé, très souvent, on ne demandait pas l'avis de quelqu'un sur un domaine touchant au savoir si cette personne-là n'avait pas un titre pour s'exprimer. Évidemment, les technologies dont je vous ai parlé sont des technologies qui reposent largement sur la collégialité, et le Web 2.0, la coproduction numérique, ce sont des réalités d'aujourd'hui, bien sûr. Wikipédia en est une illustration souvent citée, qui témoignent de ce que nous avons tous une part de connaissance
qui peut enrichir la connaissance commune dans des proportions considérables, puisque nous sommes 4 milliards sur le web. Et si chacun a un peu de connaissances, multiplié par 4 milliards, ça fait une somme que jamais nous n'avions pu imaginer en termes de quantité de connaissances jusqu'ici. Prolificité, cette connaissance qui est donc exacerbée, intensifiée, elle se propage à grande vitesse, par les mêmes tuyaux, les mêmes systèmes, les mêmes mécanismes. Elle prolifère et elle génère de la connaissance à son tour. Il y a un mécanisme très impressionnant d'accroissement du savoir. Et toute une série de réalités du monde nouveau vont dans ce sens-là. Je vous montre, c'est pour illustrer simplement que je choisis ces données. Le nombre d'étudiants dans le monde, aujourd'hui, autour de 200 millions. Peut-être que ce n'est pas beaucoup, je ne sais pas. En ce moment, il y a 200 millions d'étudiants, en ce moment. Mais ça veut dire que, évidemment, le nombre des étudiants se développant de manière considérable, évidemment, le savoir va se développer, les brevets, les thèses, les doctorats, etc. vont se développer. C'est ce que d'ailleurs montrent toutes les données. Je ne vais pas vous assommer avec des données. Elles sont facilement disponibles précisément sur le web. Vous verrez ça si vous le voulez. Il y a une véritable explosion du savoir, y compris du savoir académique. Nombre d'articles scientifiques par an dans le monde. 800 000 en 2000, 1 800 000 aujourd'hui. Vous voyez? Donc, l'estimation, c'est plus de 3 articles scientifiques par minute. Dans la bibliothèque du roi, au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, roi de France, il y avait 1300 livres, 1300 titres. Et donc, je me suis livré à un calcul très simple. En 30-35 ans, on pouvait tout lire. En étant sérieux, en lisant vraiment. J'ai compté 10 jours pour lire un livre. Parfois, c'est un peu court, 10 jours. On pouvait tout lire en une vie, disons, de labeur. Bon, 3,4 articles scientifiques par minute, on va y renoncer. On ne va même pas essayer. Et donc, on a un savoir qui va s'accumuler et croître de manière exponentielle. Nous sommes dans un âge de croissance exponentielle du savoir. Sur le plan quantitatif, je ne parle pas de l'aspect qualitatif. Sur le plan quantitatif, on estime que tous les 7 à 9 ans, l'humanité actuellement produit en quantité plus de savoir que tout ce qu'elle a produit depuis le début. Donc dans 7 à 8 ans, on en aura produit plus que tout ce qu'on a produit depuis le début, etc. Donc on voit bien une espèce de montée tout à fait considérable de la quantité de savoir. Et évidemment, la question, elle est, peut-on prétendre savoir tout cela si l'on veut transmettre? Comment transmettre tout cela? Et peut-être que contrairement à ce qu'on faisait dans un passé encore récent, peut-être faut-il renoncer à transmettre ce type de savoir et mettre l'accent sur d'autres éléments clés de la transmission, plutôt que la transmission de la quantité de savoir qui n'est plus à portée des capacités humaines. Des entreprises, vous les connaissez toutes, sont nées, ont prospéré, sont devenues très puissantes, peut-être même trop puissantes, par cette intégration dans cette nouvelle économie de la connaissance, en tant qu'entreprise, qui à la fois en tire un profit considérable, mais aussi y contribue de façon très active par la mise en réseau de l'humanité. Et là, j'ai cité d'abord Microsoft et Apple qui sont antérieurs à la création du web, parce que ça me paraissait important de rappeler qu'il y a d'abord cette invention-là qui précède le réseau, en tout cas la généralisation du réseau et son ouverture. Et puis ensuite, vous voyez la série depuis Amazon jusqu'à Xiaomi, la série des entreprises aujourd'hui très connues, dont Tencent, Alibaba, Baidu et Xiaomi que je viens de citer, qui sont des entreprises chinoises, donc pas simplement américaines. Et là, vous regardez comme ça, prenez à partir du web 94 et prenez les générations,
vous avez des générations qui sont natives de ce monde-là, à partir de 1994. On peut commencer un peu plus haut si on veut prendre en considération la globalisation, donc les fondements du communisme en 89-91 avec la chute de l'URSS, 94 le web et l'OMC. On peut dire que ce sont des moments où se met en place la globalisation, mais en gros, c'est cette période-là. Et donc aujourd'hui, la plupart des transmetteurs ne sont pas de ce monde, sont du monde d'avant. Moi, j'ai appris, j'étais à Sciences Po aussi, j'ai appris comme, je pense, apprenaient les arrière-grands-parents de mes professeurs. Peut-être même encore plus loin, avant la création de Sciences Po. Voilà, des livres, des cahiers, une plume ou un stylo, c'est pareil. On étudie, on fait un exposé, on fait une dissertation, enfin, c'est la même chose. Maintenant, c'est fini ça, terminé, c'est autre chose. Donc là, il y a une vraie cassure, une vraie rupture. C'est un élément qu'il faut interroger quand on parle de transmission. A-t-on les bons outils, les bonnes méthodes? Mais ceci vous montre aussi que l'entreprise peut être au cœur de la nouvelle transmission. Cette diffusion, cette propagation, elle profite à la connaissance, au savoir, aux échanges. Elle profite aussi, je l'ai dit tout à l'heure, aux fake news, à la bêtise, à la haine. Donc tout ça, je le rappelle, pour le rappeler. Mais il n'y a pas de destination a priori positive de ce système. Ce système s'oriente vers ce vers quoi nous l'orientons dans nos pratiques. Et donc, une étude a été faite, vous avez la référence ici, publiée en tout cas en mars 2018, sur la vitesse de propagation des fausses et des bonnes nouvelles sur Internet. C'est une étude qui documente très précisément sa conclusion, donc je vous la recommande si cela vous intéresse. Et on y montre qu'une fausse nouvelle se propage 6 fois, c'est l'inverse ici, mais il faut 6 fois plus de temps à une information vérifiée pour se propager sur Twitter qu'une information non vérifiée. Et donc, il y a même une propension du réseau à promouvoir, à diffuser plus vite, à transmettre plus vite les erreurs, les mensonges, les manipulations, les fausses nouvelles, etc. Ça n'existait pas quand nous avions le monde du livre. Ça n'existait pas de cette manière-là. Les livres étaient labellisés, il y avait des livres académiques, des livres scolaires, des livres faciles d'accès, des livres plus difficiles d'accès. On savait catégoriser les livres, des livres qu'on imprimait, qu'on n'imprimait pas. Tout ceci n'existe plus. Il y a du texte qui s'imprime, de la vidéo qui se fabrique, de la photo, etc. C'est le même statut. Il n'y a pas de filtre. Simplement, nous devons transmettre dans cette espèce d'océan, là aussi, où les nouvelles fausses côtoient les nouvelles vraies, si je puis dire, sans aucune différence a priori. Et donc, l'exercice de l'esprit critique sera sans doute absolument essentiel. Et une manière de traiter cette information très massive, beaucoup trop massive pour nos cerveaux, même si nous avons des capacités considérables, ce sera sans doute l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup. Donc, je cite là aussi une étude que nous avons publiée. Je cite l'auteur, la combinaison d'algorithmes de plus en plus sophistiqués, de puissance de calcul croissante, de données qualifiées disponibles dans des bases reliées entre elles grâce à des réseaux de plus en plus rapides, le tout étant disponible sur des smartphones connectés en permanence, va avoir un impact énorme. Donc si je reprends les points clés, nous sommes aujourd'hui effectivement dans une phase de sophistication des algorithmes, donc des programmes qui traitent les informations et les font circuler sur le web. La puissance des calculateurs augmente de façon exponentielle. On pense que vers 2030, on aura des calculateurs qui seront aussi intelligents que le cerveau humain, et vers 2050-60, des calculateurs aussi puissants que l'ensemble des cerveaux humains. Ça, ce sont les trajectoires sur lesquelles nous nous trouvons. Et donc, évidemment, voilà, les données qualifiées disponibles de plus en plus nombreuses
l'océan de connaissances, les 3,4 articles scientifiques par minute seront traités comme ça. Il sera impossible de faire autrement que de les traiter ainsi. Alors, les conséquences sont, pour moi en tout cas, impossibles à évaluer. Les stocks, les bases de données, les différentes bases de données sont reliées entre elles avec des réseaux de plus en plus rapides. Et tout ceci, nous pouvons, nous, y accéder ou l'alimenter par les smartphones, ce que nous faisons en permanence, comme vous le savez. C'est au point d'ailleurs, je le dis au passage, à mon avis, Facebook, c'est plus sur la population française que l'INSEE ou l'État français. Enfin, c'est incroyable de pouvoir être géolocalisé en permanence par des entreprises, hein, quand l'État français n'a pas intérêt à nous géolocaliser, sinon ça va mal se passer. Hein. On va crier à la menace contre les libertés. Hein. Donc il y a là une espèce d'activité sociale que nous avons qui consiste à alimenter ces grands réseaux de connaissances considérables. Nous sommes producteurs, volontairement ou pas, de connaissances, et nous recevons et nous consommons aussi ces connaissances de plus en plus, dans des conditions de plus en plus impressionnantes. Hein. Si vous avez testé un peu Siri, vous voyez quand même, c'est pas mal. Hein. C'est même parfois un peu parfois impressionnant. Je vous recommande aussi une note qui a été écrite par une de mes doctorantes à Sciences Po, Haifang Ma, une étudiante chinoise, qui a fait un bilan sur la politique chinoise en matière d'intelligence artificielle précisément. Et vous le savez, sur ce plan-là, les Chinois ont des ambitions considérables. Vous avez peut-être vu passer la citation de Poutine disant que le pays qui aurait le leadership dans ce secteur aurait le leadership dans le monde. Ce serait ça, demain, le critère de la vraie puissance. Il me semble que c'est une réflexion pleine de vérité. On a pu voir l'expression de cette efficacité à travers des phénomènes qui ne nous impressionnent même plus parce qu'au fond, on n'en prend plus vraiment la mesure. Mais que ce soit Deep Blue ou DeepMind, qui est en fait la même chose, mais passé d'IBM à Google, les machines aujourd'hui sont capables de battre, ça y est, c'est fini maintenant, de battre les humains. On ne peut plus rivaliser avec les machines pour des jeux de ce type, hein, les échecs ou le jeu de Go, par exemple. Hein. Et sur bien des sujets, la machine a le dessus par rapport aux humains. Alors, on se rassure encore en se disant que la machine est rapide, puissante, mais en fait pas intelligente. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'intuition, pas de jugement, pas de créativité, pas de spontanéité. Je ne sais pas si c'est pour le moment ou si c'est pour toujours, j'en sais rien. Mais enfin, les progrès sont spectaculaires. Au point que nous avons maintenant, comme vous le savez, le deep learning, c'est-à-dire la capacité qu'a une machine d'apprendre seule, d'augmenter sa connaissance, d'adapter son savoir à une situation, et donc de devenir de plus en plus compétente en tant que machine sans aide humaine, en fait, hein, par l'interaction avec les règles, en quelque sorte, les contraintes, et en multipliant à très grande vitesse les hypothèses jusqu'à obtenir les hypothèses qui rendent la décision cohérente, hein, mais à très grande vitesse, et à retenir cette hypothèse comme étant la décision à prendre, et donc à aller très très vite vers une forme de compétence. Dans ce contexte-là, et je terminerai par cette série de remarques, dans ce contexte-là, de grand bouleversement, que devient la transmission ? Il me semble que si on ne rappelle pas tout ceci, on parle d'une transmission dans un monde qui n'existe plus, d'ores et déjà, et qui dans 2-3 ans existera beaucoup moins encore qu'aujourd'hui, tant l'évolution est rapide. Et donc, l'idée de ne pas réfléchir à ce qui est essentiel dans la transmission serait très funeste. Et certainement qu'il faut arriver à pointer les éléments clés de la transmission pour permettre l'exercice de cette fonction indispensable à la perpétuation de nos groupes humains, au sens de nos sociétés, de nos communautés humaines. Et je dirais, dans une série d'hypothèses plus que de recommandations, pour terminer ce propos,
qu'il faut sans doute cultiver beaucoup plus, et ça c'est surtout vrai en France, hein. C'est vrai partout, mais c'est surtout vrai en France. Je suis professeur d'université, j'enseigne depuis longtemps, le système scolaire français est désastreux. Il est punitif, discriminant, injuste, décourageant, c'est tout de suite ou jamais. Il est obsédé par les classements ridicules. Obsédé par des classements ridicules. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est un ancien, très très mauvais élève qui vous le dit. À qui on a dit un jour, tu es vraiment bon à rien, donc tu iras en apprentissage. Vous voyez le raisonnement? Bon à rien, apprentissage. Ça, c'est l'école républicaine, hein, quand même. Hein. C'est pas du tout... voilà. Donc il faut vraiment réfléchir à ce point. Le premier élément, c'est cultiver l'inventivité, la créativité. Deuxième remarque, se former, savoir, connaître, recevoir une transmission, recevoir quelque chose qui vous est transmis. Cela peut se faire quand on est un enfant, une jeune personne, une personne adulte, toute la vie. On peut toute la vie recevoir de la connaissance, et non pas à un moment, au début ou jamais. Là, ça suppose vraiment une organisation complète de notre rapport à la formation, à l'éducation, à la formation, à la transmission. Justifier ce que l'on veut transmettre. Fixer des objectifs. On le disait tout à l'heure, Madame la Présidente, dans la conversation que nous avions, j'espère que vous en reparlerez, mais pouvoir dire à un élève, voilà ce que tu dois faire à la fin de l'année, je te le montre. C'est ça que tu dois faire, et tu vas y arriver. On va y arriver ensemble, et tu verras à la fin, tu seras étonné, parce qu'au début tu dis non, je ne vais jamais y arriver, et tu verras, on y arrivera. Et le fait d'y arriver, de le faire toi-même, va donner une telle gratification, un tel encouragement, que la partie sera gagnée pour la transmission, la confiance envers le transmetteur, la légitimité de son rôle, la légitimation de son action. Mais si vous dites « apprends, et si tu fais partie des meilleurs, ce sera bon, sinon tout ce que tu auras appris ne servira à rien ou presque », c'est le pire que l'on puisse imaginer, le pire. Ou bien apprends, mais voilà, jamais tu ne pourras vraiment égaler ton maître. J'ai été un jour appelé à Sciences Po, j'avais la responsabilité de l'enseignement, et un étudiant auquel un professeur avait mis 20 sur 20. On m'appelle en me disant « oh là là, 20 sur 20, il faut venir faire une double correction. » Je vais voir, 20 sur 20, oui, bon, la note, elle existe, la note. Ou bien elle existe, ou bien elle n'existe pas. Hein. Donc, je regarde la copie, c'était très bien, oui, c'était très bien, dans un temps limité, l'exercice était bien fait, donc 20, oui, c'est 20. Ben, c'est une affaire d'obtenir 20, hein, je vous assure. Il faut une autorisation administrative. Hein. Alors, si c'est une note pour Dieu le Tout-Puissant, on peut la retirer, on va noter sur 19. Si 19, c'est le prof qui est certainement très intelligent, on va le retirer, on va noter sur 18. Voyez. Donc c'est ça qui ne va pas. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que je peux parcourir comme trajet pour avoir le sentiment de réussir? La collégialité, cultiver la collégialité, cultiver le travail en réseau, c'est ce que font aujourd'hui les jeunes générations de toute façon, mais le penser, pas simplement se laisser emporter par le réseau, pas simplement flotter dans le réseau comme on flotte au fond dans un fleuve ou dans les eaux agitées de l'océan, être acteur de la collégialité, cultiver l'esprit critique, c'est une des clés aujourd'hui, c'est vraiment une des clés, savoir ce que c'est qu'une information, pourquoi je peux la soupçonner, la mettre en doute, la valider, la lester, la comparer. Est-ce que la Terre est plate? Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Ils ont un site, ils se réunissent sur Internet. Ils ont même sur une page Facebook, par un groupe d'Américains convaincus, écrit, alors je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, j'espère que c'est volontaire, mais je ne suis pas sûr, que la communauté de ceux qui pensent que la Terre est plate se retrouvait partout sur le globe. Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Je l'ai vu moi-même. Ça m'a amusé quand même. Je dis ça.
c'est une belle blague. Mais je ne pense pas que... Je crois pas. Je crois que c'était une espèce d'acte manqué ou de lapsus. On peut dire n'importe quoi sur le web, vous le savez bien. Donc l'esprit critique sera particulièrement nécessaire. Et puis, il faut aussi un esprit critique face à tous ces changements qu'il ne faut pas fétichiser. Il faut les interroger. Quelles sont les conséquences? À quel prix? Quels effets? C'est un sujet clé aujourd'hui. Vous êtes assez facilement décalé si vous n'êtes pas dans l'approbation a priori de toute innovation. Le directeur de la Fondation pour l'innovation politique que je suis tient beaucoup à cette remarque. L'incitation me paraît être clé dans les processus de transmission. Et puis je terminerai par un mot qui pour moi est plus important encore, la bienveillance. Il me semble que la bienveillance doit tramer l'activité de transmission, être bienveillant à l'égard de ceux qui veulent apprendre, et savoir que dans le monde d'aujourd'hui, celui auquel je vais apprendre quelque chose va inévitablement m'apprendre beaucoup en raison de la manière qu'il aura de percevoir ce que je vais partager avec lui. D'abord, ça c'est vrai en général, mais c'est plus vrai aujourd'hui en raison du fait que la nouvelle génération à laquelle je vais m'adresser, étant native de ce monde-là, elle en aura une lecture que je ne peux pas avoir spontanément, et cette lecture sera un enrichissement. Donc, sur ce mot, je vous remercie de votre attention.